Les Argentins confiants donc sur leurs chances de victoire ce soir. Mais qu'en est-il côté adverse chez les supporters espagnols, Nico Salvado? C'est l'effervescence, toutes les fan zones du pays sont complètes puisqu'il fallait s'inscrire au préalable, là ce n'est plus possible. Les mairies et tous les bâtiments publics institutionnels ont déjà préparé les lumières jaunes et rouges pour mettre des drapeaux une fois la victoire acquise, et même les boutiques et les grandes surfaces ont décidé de fermer plus tôt pour que les employés puissent aller assister au match sans louper une minute. Alors comme on le disait, les Espagnols sont sûrs et certains de gagner cette Coupe du Monde. On voit les Barcelonais, les Madrilènes se balader déjà dans les rues avec les t-shirts España, Campeón del Mundo, l'Espagne, champion du monde. Donc plus que quelques heures de patience pour les Espagnols qui espèrent ne pas être déçus ce soir. La correspondance en Espagne de Nico Salvado pour Europe 1. Et côté français, c'est une fin de mondial qu'on aimerait bien oublier, effacer de nos têtes et de nos mémoires. Et pourtant, l'équipe de France a bien été étrillée par l'Angleterre hier soir en petite finale du mondial. Une défaite, une correction, même 6-4 après avoir été mené 4-0 à la mi-temps. Le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, auteur d'un doublé en deuxième période, a reconnu que les Bleus auraient pu faire beaucoup mieux. À la première mi-temps, je peux comprendre certains qui pensent que c'est du foutage de gueule, qu'on n'a pas respecté le maillot. Moi, je dirais plus qu'on a été humain et que malheureusement, nous, on ne peut pas se permettre d'être humain. Je pense qu'on était complètement sonnés et je pense qu'ils nous ont bien réveillés. Après, en deuxième mi-temps, on est redevenus des joueurs de haut niveau, des machines mentales qui font qu'on n'a plus de sentiments. Et donc on a réussi à faire ce qu'on fait, de gagner cette deuxième mi-temps, mais au final on ne gagne pas. Et je pense que c'est plus dommage pour le coach. On voulait faire quelque chose pour lui. Malheureusement, la première mi-temps, elle donne l'impression qu'on l'a laissé tomber. Et c'est pas du tout ce qu'on voulait faire ressentir. Mais c'est comme ça, c'est le football. Nous, on veut remercier le coach pour tout ce qu'il a fait parce que ce match-là ne va pas entacher la légende de Didier Deschamps. Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus à l'issue de la petite finale de Coupe du Monde, synonyme d'une 4e place pour l'équipe de France. L'équipe de France qui connaît officiellement le nom de son nouveau sélectionneur, Zinedine Zidane, confirmé à la tête des Bleus dès le 1er septembre en remplacement de Didier Deschamps, qui a donc quitté son poste après 14 ans de service. Dans l'actualité également, on l'apprend ce soir, les ossements retrouvés à Mayotte sont bien ceux de Delphine Jubilard. Son époux Cédric avait avoué il y a 2 semaines avoir tué sa femme, des faits qui remonte à 5 ans et demi. Bonsoir Caroline Baudry. Bonsoir Mel, bonsoir à tous. Les analyses étaient en cours après 2 jours de fouilles à quelques kilomètres de la maison du couple. Oui, dans un champ en lisière d'un bois entre les villages de Mayoc et Villeneuve-sur-Ver, dans le Tarn, précisément là où Cédric Jubilard affirme avoir dissimulé le corps de son épouse. Ces recherches menées jeudi et vendredi par une centaine de gendarmes avaient permis d'exhumer des ossements. Ils ont été analysés au laboratoire de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale à Pontoise, en région parisienne. Selon une source proche de l'enquête, ces restes humains appartiendraient au bas du corps de l'infirmière assassinée, dont des fragments auraient été éparpillés de manière accidentelle lors de travaux agricoles. Malgré une culpabilité établie par la justice via un faisceau d'indices, Cédric Jubilard, condamné à 30 ans de réclusion criminelle, niait depuis 5 ans une quelconque implication dans le meurtre de la mère de ses enfants, dont la famille réclame depuis le corps de la disparue. Il reconnaît désormais un acte abominable, selon les mots de son avocat. L'été dernier, il avait confié à l'une de ses ex-compagnes avoir étranglé son épouse avant de transporter puis de brûler le corps dans un lieu qu'il avait repéré à l'avance. Merci Caroline Baudry pour Europe 1. La politique en France avec le projet de loi d'urgence agricole soumis à un ultime vote, d'abord à l'Assemblée nationale, demain puis au Sénat mardi. Présenté comme une réponse à la grogne des derniers mois exprimée par les agriculteurs, le texte contient des mesures pour faciliter le stockage de l'eau ou encore la réintroduction de certains pesticides. Alexandre Chauveau, ces mesures qui pour la plupart ont suscité l'opposition de la gauche, mais que les sénateurs LR ont maintenu dans la version actuelle du texte. Si le texte était voté par les 2 chambres, plusieurs filières pourraient bénéficier d'une dérogation pour réutiliser certains pesticides. Sur avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, les cultures de betteraves, de pommes, de cerises ou de noisettes pourront ainsi à nouveau avoir recours au flupyradifurone ou à l'acétamipride, 2 insecticides de la famille des néonicotinoïdes, autorisés en Europe mais interdits en France. Leur utilisation avait été autorisée par la loi Duplon, mais censurée par le Conseil constitutionnel l'été dernier. Dans ce nouveau texte, la dérogation de l'État ne pourra excéder un délai de 3 ans.
Les parlementaires ont également validé en commission mixte paritaire le doublement des capacités de stockage d'eau à usage agricole d'ici 2035, les fameuses méga-bassines décriées par les écologistes mais réclamées par les agriculteurs. Les procédures de construction ont notamment été simplifiées. En cas d'approbation par les deux chambres, néanmoins rendue incertaine par la réécriture des sénateurs, le gouvernement espère voir plusieurs mesures entrer en vigueur dès cet été. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Un nouveau drame de la route à Paris. Une femme de 58 ans mortellement percutée ce matin sur un passage piéton. Ça s'est passé en plein centre de la capitale. Le véhicule qui roulait à une vitesse excessive a pris la fuite. 2 suspects ont été interpellés et placés en garde à vue. Une enquête pour homicide routier aggravé a été ouverte. Et non loin de là, un homme de 23 ans a également été placé en garde à vue. Motif, avoir tenté ces derniers jours d'incendier le bois de Boulogne. Fort heureusement, les dégâts causés s'avèrent très mineurs. Sur le front des incendies, un violent incendie actuellement dans le Var. En revanche, la situation est désormais stabilisée du côté de Fontainebleau. Seulement 500 pompiers restent mobilisés au sol. Au total, ce sont quelques 2200 hectares qui ont été ravagés au cours de la semaine. L'actualité à l'étranger à présent, avec cette situation proche du chaos au Moyen-Orient. Nouvelle journée marquée par les bombardements, des frappes américaines en Iran et une riposte de Téhéran contre les pays du Golfe, ainsi que la Jordanie, particulièrement ciblée aujourd'hui. Bonsoir Wilfried de Villers. Bonsoir Mel, bonsoir à tous. Plusieurs missiles iraniens ont visé la ville d'Aqaba aujourd'hui. Elle est toute proche de la frontière israélienne. Oui, Aqaba, cette ville portuaire jordanienne située à quelques encablures à peine de la ville israélienne d'Eilat. C'est là que les sirènes d'alerte ont retenti tout à l'heure, quelques minutes avant l'interception de plusieurs missiles. Au moins 4 salles vont viser la Jordanie aujourd'hui. Une proximité avec Israël qui relance l'inquiétude d'un embrasement encore plus global, alors que l'État hébreu ne prend pour l'instant plus part aux affrontements. D'où cet avertissement du ministre israélien de la Défense qui menace de riposte immédiate en cas d'attaque contre Israël. Dans le Golfe, ce sont Bahreïn, où se trouve la 5e flotte américaine, et le Koweït qui ont essuyé plusieurs frappes iraniennes aujourd'hui. Pour le 3e jour consécutif, des installations hydroélectriques ont été touchées au Koweït. Les infrastructures civiles deviennent à nouveau des cibles à mesure que la région s'enfonce dans la guerre. L'Iran dénonce de son côté des attaques américaines contre une centrale nucléaire en construction dans le sud-ouest du pays. Après une nouvelle série de frappes menées par les États-Unis, Washington affirme vouloir punir la mort de 2 soldats américains lors de bombardements iraniens en Jordanie cette semaine. De quoi renforcer le scénario d'une escalade durable et l'arrêt de toute négociation de paix. Wilfried de Villers pour Europe 1. Avant de refermer ce journal, sachez que la canicule va baisser d'un cran dans notre pays. Elle est désormais circonscrite au pourtour méditerranéen et à la Corse comme aujourd'hui. Ce sont 7 départements qui seront demain en vigilance orange d'après Météo France. La canicule et ses effets à l'hôpital notamment, on y reviendra à 20h10 avec Anne Jeuneté, médecin généraliste et députée Ensemble pour la République des Français établis hors de France. La canicule qui va par ailleurs se rapprocher des côtes grecques dans les prochaines heures. Dès demain, les températures pourraient dépasser les 40 degrés dans plusieurs régions, notamment autour d'Athènes. La Grèce qui avait été jusqu'ici plutôt épargnée par les records de chaleur enregistrés un peu partout en Europe. Et puisqu'on parle du temps, place à la météo en France avec Perle Romney. Perle, une journée estivale marquée par un risque d'orage dans le sud-ouest. Cette journée de dimanche a été estivale avec un risque d'averses orageuses sur les Pyrénées. En soirée, cette instabilité pourrait déborder vers le Languedoc-Roussillon. Demain lundi, le temps sera estival et sec sur la majorité du pays, hormis quelques nuages bas passagers au nord de la Seine et vers la Belgique. Sur les Alpes frontalières et les Pyrénées, des développements nuageux pourront donner des averses, voire de l'orage l'après-midi. Le département des Alpes-Maritimes devrait redescendre de l'orange au jaune. La vigilance orange canicule s'étendra donc aux Bouches-du-Rhône, au Var, à l'Hérault, au Gard et à la Corse. Et côté température, cette nuit sera plus fraîche avec 8 à 14 degrés au nord contre 15 à 21 degrés au sud. Et dans l'après-midi, un fort contraste nord-sud est attendu. 21 à 28 degrés au nord contre 29 à 37 degrés au sud, jusqu'à 39 degrés dans le Var et à l'est des Bouches-du-Rhône. Merci Perle Romney, à tout à l'heure, 20h, juste après la fin du journal. Restez avec nous. Le premier invité d'Europe 1 Soir dans un instant, ancien footballeur international, ancien entraîneur et actuellement consultant sportif d'Europe 1, Alain Giresse sera avec nous. On va débriefer avec lui ce mondial 2026, pas comme les autres pour les Français. Et puis on parlera de cette finale au sommet entre l'Espagne et l'Argentine dans 2 heures. Restez avec nous, à tout de suite. Arthur de Vatrigan, directeur de l'information du magazine L'Incorrect. Bonsoir Arthur. Bonsoir. Arnaud Benedetti, directeur de la Nouvelle Revue Politique. Bonsoir Arnaud. Bonsoir à vous. Et bonsoir à vous, à Alain Giresse qui est en ligne avec nous.
Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 Soir. Vous êtes l'une des plus grandes fiertés nationales de l'histoire du foot français, entraîneur entre autres du PSG, et puis joueur, bien sûr, mythique milieu de terrain des Girondins de Bordeaux dans les années 70-80, meilleur buteur de l'histoire de club, 2 fois champion de France. Vous vous êtes illustré à l'OM, également 47 sélections en équipe de France, 6 buts également qui ont donné 1 euro, une Coupe des Nations. Et puis votre palmarès en Coupe du Monde, une 3e place en 86, une 4e en 82. 82, c'est la première fois que les Bleus terminaient donc à la 4e place d'un mondial, comme dans cette Coupe du Monde 2026. Une 4e place pour nos Bleus. Quel est le sentiment qui vous traverse, Alain Giresse, sur ce parcours des Bleus dans cette compétition, cette Coupe du Monde qui leur était promise, et à l'arrivée, ça se termine avec 2 défaites consécutives? Oui, voilà. On a tellement espéré, surtout avec ce début de ces premiers matchs où l'équipe de France a montré vraiment une performance impressionnante. Et puis on se disait, ça y est, qu'ils étaient lancés. Donc après, sur les matchs à élimination directe aussi, ils ont répondu. Et là, voilà. La chute qu'on n'attendait pas face à l'Espagne, évidemment, c'était un gros morceau, cette équipe espagnole. Et là, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est un petit peu la complexité du football de se dire que les joueurs sont passés à côté complètement. L'effectif, on ne l'a pas reconnu. Ils étaient en dedans, chacun dedans, beaucoup de fautes techniques, voilà. Et c'est malheureusement l'Espagne qui, évidemment, avec son collectif et sa technicité, l'a emporté. Et, oui, alors on attendait autre chose. Voilà, c'est pas une Coupe du Monde totalement aboutie, même si finir en demi-finale, ça reste honorable. Honorable, tout à fait. Voilà, et l'essentiel, malheureusement, n'a pas été réussi et obtenu par l'équipe de France. Un peu de déception, un peu d'amertume donc au final. Si l'on revient sur le match d'hier particulièrement, 6-4 en petite finale face à l'Angleterre, après une première mi-temps cauchemardesque, un 4-0 infligé par l'Angleterre. Comment on explique ça? Est-ce que c'est le trauma psychologique de ce match contre l'Espagne dont vous parlez, des joueurs moins expérimentés, une défense pointée du doigt, ou peut-être autre chose, Alain Giresse? Alors d'abord, c'est le match que aucun joueur dans une coupe va jouer. On part pas pour se dire on va jouer la 3e place. Alors peut-être pour des nations un petit peu en dessous des qualités d'une équipe des grands pays. Mais là, non. Cette équipe-là, elle a été remaniée. Cette équipe-là, elle a remaniée. Il y avait beaucoup de joueurs qui n'avaient pas joué et qui, sur cette rencontre-là, pouvaient démontrer que, ma foi, ils auraient pu espérer être titulaires lors des précédents matchs. Non, voilà, c'est alors là aussi un match dans la continuité de la demi-finale. C'est impressionnant ce match-là parce que il n'y a rien à retirer. Alors si, on va dire oui, on a vu des buts, c'était sympa, mais franchement, la prestation, non, elle n'est pas du tout honorable. Et c'est un petit peu regrettable que ça se termine comme ça pour cette équipe de France et bien sûr pour Didier Deschamps. Donc malgré la remontada inachevée en 2e période hier soir, vous ne dites pas qu'on aurait pu ou dû gagner ce match face à l'Angleterre? Oui, quand vous avez 4-0 à la mi-temps, il faut une sacrée remontada, effectivement. D'ailleurs, il a fallu... Elle a eu lieu d'une certaine façon. Oui, d'une certaine manière, oui, parce qu'il y a 4 nouveaux joueurs qui sont arrivés, qui ont hissé le niveau un petit peu de l'équipe. On y a cru, mais on s'est aperçu effectivement que le déficit était trop important face aux Anglais et que de s'escrimer à essayer de remonter, bien, on n'a pas pu y arriver. C'est encore eux qui ont creusé l'addition et que, voilà, malheureusement, c'est assez rare de voir une petite finale avec un score aussi important. Des Français qui étaient lancés sur un TGV qui aurait dû les conduire jusqu'à la finale de ce soir, sauf qu'il a totalement déraillé ce TGV depuis une semaine et ce match fatal contre l'Espagne. Est-ce qu'il y a des choses que vous trouvez qu'on peut mettre à leur crédit, au crédit des Français, et retenir de positif, notamment pour la suite avec cette nouvelle ère qui va s'ouvrir avec le départ de Didier Deschamps? Oui, mais alors de toute façon, oui, mais bien sûr. Pourquoi? Parce que cette équipe-là, si vous voulez, il y aura quoi? Il y aura peut-être un voire 2 joueurs qui vont arrêter de participer à l'équipe nationale d'eux-mêmes. Ils vont arrêter d'eux-mêmes. Donc c'est avec cet effectif-là que les bases de la future équipe va exister, plus peut-être d'autres joueurs qui vont venir se greffer à cela. Donc se dire que oui, vous savez, après chaque compétition, il faut tirer les enseignements. Alors les enseignements d'une première partie qui a été bien maîtrisée et de ce couac en demi-finale. Pourquoi, comment? Vous savez, il se passe en interne et des choses et je peux vous l'affirmer, qu'on ne sait pas quand on est observateur, qui font on a des raisons de se dire, voilà, on se doutait que ça allait se passer comme ça. Ça, il faudra revoir ça parce que
si vous voulez, une équipe aussi brillante tout d'un coup qui passe complètement à côté de son match. Voilà, il faut faire attention et surtout en tir national pour pas que ça se reproduise. Arthur de Watrigan, une première question pour vous. Oui, j'ai une question sur Alain Giresse. Alors évidemment, hier, pendant le match de l'équipe de France face à Angleterre, je m'étais dit, si Olysée était comme Giresse en retrait pour Giresse comme en 82, il y aurait eu les 3 points parce qu'il en a quand même mis 3 à côté et des beaux. Et si ça avait été vous, peut-être qu'on aurait vraiment fait la remontada à la Courbis avec Marseille-Montpellier comme en 98. Mais j'ai une question pour vous sur la reconstruction. Si on regarde bien, en fait, on est quand même assez pauvre en milieu de terrain, ce qui était assez rare. Parce que si on se rappelle, Coupe du Monde 98, évidemment, on a Petit Deschamps. Coupe du Monde 2006, on a Vieira, Makelele. Coupe du Monde 2018, on a un Pogba qui est au sommet. Et là, 2022, on a plus grand monde. Et alors 2026, à tel point plus grand monde que Didier Deschamps, mais que 2 milieux de terrain défensifs, ce qu'il n'a jamais fait. Et on voit pas de futurs grands, en tout cas, ou de grands déjà de milieu de terrain. Et c'est rare qu'une équipe arrive à progresser, gagner sans milieu de terrain de très très haut niveau. Oui, ça a été notamment criant face à l'Espagne, parce que le milieu de terrain de l'Espagne a dominé complètement ce secteur de jeu aussi très important. Oui, c'est ce qu'on recherche. Si vous voulez, on a maintenant des attaquants qui percutent, qui sont déterminants, surtout avec leur vitesse d'exécution. Et là, au milieu, on a tout d'un coup... On a Olysée, vous l'avez évoqué, mais Olysée qui tout d'un coup nous a démontré qu'il pouvait être un grand meneur de jeu. Malheureusement, il n'a pas tenu jusqu'au bout ce rôle qu'il avait démontré et qui pouvait laisser espérer qu'un milieu comme ça qui était un créatif. Alors après, oui, écoutez, vous savez, dans chaque équipe, on a des secteurs de jeu qui sont plus ou moins importants. Là, il va falloir, comme vous dites, voir quels sont peut-être les joueurs qu'on peut introduire dans ce milieu. Pour le moment, c'est pas facile. Ou alors après, ça va être modifier un petit peu son système pour justement compenser le manque de joueurs qu'on a dans ce secteur. Au-delà du football, au-delà du terrain, est-ce qu'on peut également mettre au crédit de cette équipe de France une image plutôt impeccable du collectif, notamment face à toutes les provocations qu'elle a pu recevoir parfois sur le terrain, parfois au dehors? Et je pose la question également à Arthur et à Arnaud aussi également en studio. Concernant le collectif, on a vu surtout une équipe d'individualité. Parce que si vous regardez les matchs précédents, on a vu des... J'allais plutôt sur le terrain politique. Ah, pardon. La sénatrice paraguayenne, l'ancien Premier ministre espagnol. Je pensais les réponses aux provocations des Paraguayens lors du match. Question ouverte. De toute façon, le foot est éminemment politique et depuis la création du foot, on se rappelle toutes les Coupes du Monde de football, en passant de Mussolini aux Argentins, il y a toujours une connotation politique. Et là, la politique étant dans toutes les sphères de la société, forcément, ça déborde de partout. Et quand on gagne, tout le monde est content. Et quand on perd, on va trouver évidemment tout ce qui peut coincer. On va trouver des boucs émissaires. On va se reporter sur la Paraguayenne qui est raciste, sur celui qui devait être président du Sénégal qui a expliqué de toute façon France-Sénégal, c'est le Sénégal qui gagne quoi qu'il arrive, même si c'est la France. Et évidemment, il y a toujours ça qui déborde. Et on l'a vu mardi soir après le match face à... Mais c'est pas nouveau. Oui, je rejoins ce que dit Arthur, c'est-à-dire qu'en fait, le foot est à la fois un grand élément de fédération, parce qu'en effet, le pays se retrouve derrière son équipe, quel que soit d'ailleurs le pays, et en même temps on voit bien qu'il y a parfois des enjeux aussi géopolitiques dans le foot. Oui, Arthur a rappelé la Coupe du Monde de 78, en effet, qui avait été quand même pour la junte militaire en Argentine un élément de communication politique extrêmement important. Même le match Argentine-Angleterre, 40 ans plus tard, s'effectue dans un contexte où on se rappelle que le match de 86 avait été profondément marqué par la guerre des Malouines. Ça, c'est une réalité. Ensuite, est-ce que ça a un impact sur, la psychologie des joueurs, les attaques dont ils peuvent être l'objet? Alors, vous avez rappelé en effet les propos de l'ancien Premier ministre espagnol ou de la sénatrice paraguayenne. Je ne le pense pas, parce que Alain Giresse nous le dira mieux que nous, mais que les joueurs sont quand même dans une bulle, psychologique, qui fait que
ils résistent à ce type de pression et qui sont concentrés sur leur match. Mais en tout cas, en effet, ça fait partie malheureusement aujourd'hui de la vie. Et puis, en effet, le sport en général, d'ailleurs pas seulement le foot, n'est pas exempt d'influence multiples et variées. En revanche, on a vu quelque chose qui est extrêmement grave. Et pour ceux qui connaissaient un peu le personnage d'Infantino, qui est le directeur de la FIFA, on a vu que le foot part dans une dérive qui est effrayante. On a quand même vu un président américain qui expliquait, je ne sais pas ce que c'est qu'un carton rouge, on m'a expliqué, j'ai appelé Infantino, on a annulé le carton rouge. Alors ça a peut-être rappelé des souvenirs à Monsieur Giresse quand un Tchèque du Koweït avait débarqué en plein match de foot pour essayer d'annuler un but ou je ne sais quoi. 82. Mais là, on a le sentiment quand même que le foot est devenu beaucoup plus géopolitique qu'avant, mais au point que des pays et un président interviennent au sein d'une compétition sportive. Alain Giresse, est-ce que vous partagez le diagnostic ? Oui, excusez-moi, vous me rappelez quelque chose qui évidemment, j'imaginais que ça allait pas se reproduire, que un émir vienne. Oui, pourtant, on voit la même chose avec ce carton rouge, effectivement, où Trump il dit à Infantino, non, allez, il n'est pas suspendu, mais on tombe dans le n'importe quoi. De la même façon, vous avez au tout début, quand cet arbitre somalien à qui on lui refuse de venir arbitrer aux États-Unis, mais Infantino aurait pu lui permettre d'aller arbitrer au Canada ou d'aller arbitrer au Mexique. Puisque là, je pense que là, il aurait eu cette possibilité, mais il fallait se ranger évidemment derrière Trump. Oui, ça, c'est tous des à côté, malheureusement, que l'on subit et que évidemment n'ont pas sa place là-dedans. Après, si vous voulez, le football maintenant a pris une dimension et Infantino, qui est à la tête de ça, qui nous a amené à 48 équipes en Coupe du Monde, maintenant il veut passer à 64 et on n'en sort plus, quoi. Il faut être un peu de raison gardée, mais là ça va être compliqué avec le personnage puisqu'il sait parfaitement, c'est très électoralisme, ce que sa position pour permettre à tout le monde d'être content et en bénéficier quand il va se représenter à la place de président de la FIFA. Didier Deschamps a donc refermé cette Coupe du Monde, son dernier match en tant que sélectionneur des Bleus, une parenthèse de 14 années, un record de longévité et un palmarès en mondial, une Coupe du Monde remportée, une 2e place et donc cette fois une 4e. Quel est son secret pour avoir porté aussi haut cette équipe de France et comment avez-vous reçu les commentaires qu'il a fait tout récemment quand il a déclaré « J'ai décidé d'arrêter, pas pour moi mais pour le bien de l'équipe de France ». Il parle d'un environnement qui était totalement irrespirable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, on subit une pression énorme. Ce métier-là, effectivement, au bout de 14 ans à diriger l'équipe nationale, on s'imagine que l'entraîneur est le premier ciblé quand ça va pas. Quand ça va bien, au contraire, c'est les joueurs qui ont été très bons, mais on oublie un petit peu l'entraîneur. Alors certainement, comme ça, il était usé, il a voulu un petit peu tourner la page. C'était pas facile à prendre comme décision, parce qu'il s'était totalement investi. Et effectivement, parce que après, on voit bien un petit peu tous les commentaires qu'il y a. Vous le regrettez pas. Après, comme vous dites, il a un palmarès. Moi, j'ai regardé un petit peu depuis 2014, où il est à la tête de l'équipe de France. On dit, oui, mais il a gagné qu'un titre de champion du monde. Mais dans cet espace, depuis 2014, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont gagné 2 titres. Voyez, 2 titres, sauf les Sud-Américains sur leur continent, mais pas d'Européens. Regardez, vous pouvez reprendre. Le Portugal a gagné l'Euro, l'Italie aussi, la France a été championne du monde, etc. Mais il n'y a pas d'autres. L'Allemagne en 2014 est championne du monde, ça n'a pas été renouvelé. Donc déjà, mais par contre, on a toujours été présent au minimum sur les demi-finales dans toutes les compétitions. Vous restez avec nous si vous le voulez bien. On va marquer une très courte pause. On vous retrouve juste après avec Arthur de Vatrigan, avec Arnaud Benedetti à mes côtés également jusqu'à 20h30. Europe 1 Soir se poursuit dans quelques instants. Ne bougez pas, à tout de suite.